Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue au rendez-vous de l'excellence 5.0. Alors, je vous rassure, vous ne vous êtes pas trompé. Effectivement, d'habitude, c'est Véronica qui est aux manettes. Exceptionnellement, aujourd'hui, effectivement, vous avez la chance de partager ce moment avec moi. Je suis ravie de vous accueillir au rendez-vous de l'excellence 5.0. Je vais juste remettre un petit peu la table pour vous dire pourquoi on est là aujourd'hui. L'idée des rendez-vous de l'excellence 5.0, c'était de vous présenter une vision renouvelée de l'excellence opérationnelle, différente quand on intègre l'industrie 5.0. On parle beaucoup, par les temps qui courent, d'excellence, de productivité, d'agilité, d'enjeux ESG. Et puis, on ne sait pas trop, effectivement, comment les intégrer pour aller vers le succès des organisations. Et donc, du coup, Véronica a créé effectivement ces rendez-vous pour prendre le temps d'explorer effectivement ces différents changements, de savoir qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre de l'excellence opérationnelle. Et donc, chaque mois, effectivement, Véronica reçoit un invité ou une invitée pour nous parler d'un sujet précis. Aujourd'hui, j'ai la chance effectivement d'aborder l'excellence opérationnelle et de passer de pompier à résilient. Et pour ça, pour aborder cette thématique, j'ai la chance, effectivement, d'avoir comme invitée Véronica. Véronica a à peu près un peu plus, on va dire. Alors, j'ai toujours du mal quand on passe beaucoup de dizaines, mais en tous les cas, elle a un peu plus de 20 ans dans l'industrie. Elle a créé Aristeo en 2019 avec une vision bien particulière. Sa vision était de vouloir offrir des services de consultation aux entreprises, mais en intégrant effectivement la mobilisation des équipes et surtout de faire participer l'ensemble de l'échiquier vers le succès et surtout mettre en avant l'excellence opérationnelle. Bienvenue Véronica. Alors pour nos petits auditeurs, l'idée effectivement aujourd'hui, oui, je vais avoir une discussion avec Véronica. Toutefois, on est bien d'accord que c'est un échange avec vous. N'hésitez pas à vous inscrire effectivement dans le chat vos différentes questions. Parce que souvent, on reste bloqué avec sa question et puis donc du coup, on n'écoute plus ce qu'on dit. Donc, je vous invite effectivement à mettre vos petites questions dans le chat, ce qui me permettra, moi, de faire la voix off effectivement pour vous. Et puis, il y a un petit truc, nous, on aime bien avec Véronica, c'est savoir d'où vous venez. Alors, si vous allez prendre un petit 2 secondes, juste de nous dire, tiens, je suis à Québec, à Chicoutimi ou à Montréal, ça nous fera bien plaisir de savoir effectivement le rayonnement de ces fameux rendez-vous. Véronica, bienvenue. Alors, ça fait quoi d'être de l'autre côté de la barrière, Véronica? Ça fait très nerveux. Salut Claire. Bonjour à tous. Merci Claire de prendre la chaise d'animation cette semaine, ce mois-ci. Ça fait très... oui, je me sens un peu plus fébrile et nerveuse qu'à l'habitude. Donc, ça nous remet en posture énergisante. Eh bien, écoute, parfait. Alors, sans plus attendre, effectivement, parce qu'on a 1 heure pour discuter, puis l'heure passe souvent très vite. Donc, moi, j'ai envie de te poser une première question, Véronica. Au vu de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à t'intéresser à la résilience? Et puis, surtout, la résilience dans le cadre de l'excellence opérationnelle. Si tu peux nous en dire un peu plus. Oui, en fait, quand j'ai été formée en amélioration continue, qui est un des secteurs de l'excellence opérationnelle, on parlait surtout d'améliorer la productivité, de réduire les coûts et d'améliorer la satisfaction des clients. On ne parlait pas beaucoup d'agilité, de flexibilité. Au contraire, on essayait de standardiser le plus possible. Dans mon parcours professionnel, quand j'étais en entreprise, j'ai eu le privilège de travailler pour une organisation qui était très avenante, qui planifiait énormément ses prochaines étapes avec toutes les équipes. Et de l'autre côté, j'ai eu aussi le privilège de travailler dans une organisation qui était plutôt, même si elle savait qu'est-ce qu'il s'en venait, cette équipe-là, elle était plutôt réactive à ce qui se passait sur le marché. On ne prenait pas beaucoup le temps de planifier, de prévoir, d'organiser. On vivait plus au jour le jour. Les 2 éléments m'ont marqué profondément, différemment, mais profondément. Dans le cadre de ma maîtrise aussi, la résilience a été un des éléments clés de mon mémoire sur lequel j'ai pu voir l'importance de la résilience quand on vit des crises organisationnelles. Tout ça est revenu à la surface avec la pandémie. Et en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'industrie 5.0, c'est revenu encore plus à la surface. Donc, l'intérêt remonte de quand même plusieurs années, mais en lien avec l'industrie 5.0 plus précisément, ce que je trouve
pertinent et intéressant de voir comment modifier notre concept d'excellence opérationnelle pour inclure la résilience, en fait, c'est que dans l'industrie 5.0, on va vouloir ramener l'humain au centre de l'entreprise, de l'organisation. On va parler de la création de valeur pour les employés. On continue tous les mêmes efforts qu'on faisait au niveau des clients, mais on ramène cette équation-là au niveau des employés où la technologie qu'on va apporter va être là maintenant en support à l'employé. Ce qui veut dire que les changements vont aller plus vite parce qu'on va ramener plus de technologie. Elle nous permet d'opérer plus rapidement. Deuxième élément de l'industrie 5.0, c'est qu'on veut augmenter la résilience de l'organisation, donc améliorer notre agilité, notre flexibilité pour être capable d'anticiper, de mieux gérer nos risques et surtout de s'assurer qu'on apprend de tous ces événements-là pour s'améliorer de fois en fois. Et finalement, le troisième pilier, c'est le développement durable. Donc, si on veut être capable d'améliorer notre impact et de créer un impact positif sur la planète, on doit être capable aussi d'apprendre de qu'est-ce qu'on fait, de voir qu'est-ce qui fonctionne et de voir comment on peut mieux gérer nos éléments. Et tout ça, ça vient faire le tour avec la résilience. Donc, mon intérêt pour la résilience remonte quand même à plusieurs années, mais dans les dernières années, on dirait que c'est revenu à la surface comme étant de plus en plus important. Ok, super. Alors, effectivement, moi, j'aimerais que tu puisses nous en dire plus sur la résilience parce que, effectivement, moi, baignant dans l'écosystème entrepreneurial, on entend souvent parler du mot résilient, que les entrepreneurs sont résilients, qu'il faut faire preuve de résilience, etc. Et en plus, que c'est une très belle qualité humaine. Moi, j'aimerais que tu pointes du doigt, effectivement, c'est quoi la résilience dans le concept de l'industrie 5.0, s'il te plaît. Ben, en fait, la résilience, je la pointerai pas dans le concept de l'industrie 5.0, mais je vais la cadrer, en fait, dans une définition opérationnelle, si on veut. La résilience, c'est notre capacité puis là, je vous lis la définition, là. C'est notre capacité à maintenir un équilibre organisationnel sous des conditions extrêmes, de telle façon à ce que l'organisation puisse sortir de cet épisode plus forte, dotée de nouvelles ressources. Donc, dans cette définition-là, on reçoit quand même beaucoup d'informations. Donc, on parle vraiment de la résilience organisationnelle de 1. On parle de conditions extrêmes, donc des choses qui ne sont pas nécessairement sous notre contrôle, qui arrivent à l'organisation, qui arrivent à notre marché, auxquelles on doit s'ajuster. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse passer par-dessus cette crise-là. Donc, dans le concept de résilience, on a effectivement l'anticipation pour être capable de se relever le plus rapidement possible, mais pas juste se relever et continuer tout ce qu'on faisait auparavant. Si on veut aller plus loin, c'est se relever et qu'on puisse apprendre de ce qui vient de se passer, inclure ou modifier nos processus opérationnels pour être en mesure de garder la connaissance qu'on vient d'acquérir d'une manière très intense et d'une manière forcée, mais garder cette connaissance-là à l'interne de l'organisation pour être certain que la prochaine fois, on est encore mieux adapté à faire face à une crise. Donc, la résilience, on va parler d'anticipation, on va parler de partager beaucoup d'informations parce qu'on peut pas, une organisation ne peut pas être résiliente parce qu'une personne est résiliente. Donc, c'est un écosystème qu'on doit créer de résilience dans l'organisation. Et ça nous demande aussi de gérer un peu le temps de nos employés. Si on est tous à pleine capacité toujours, on ne peut pas vraiment faire de la résilience. On ne peut pas ajouter de la résilience. On n'a pas le temps d'ajouter de la résilience dans nos processus. Donc, ça veut dire être capable de gérer en quelque part notre Slack opérationnel. Notre Slack, c'est notre coussin, notre lousse, pour pouvoir l'utiliser pour, se pratiquer, mais aussi pour avoir le temps d'être résilient quand il y a une crise qui survient devant nous. Donc, la résilience, on veut garder rapidement la définition, c'est notre capacité à se relever rapidement face à une crise et de garder la connaissance qu'on vient d'acquérir pour être certain de pouvoir l'intégrer dans nos prochains processus ou dans nos prochaines crises. Peut-être un dernier élément, la résilience se travaille sur 4 étapes. La première, c'est l'anticipation. Donc, plus on est aguerri à quels sont nos risques, à qu'est-ce qui pourrait mal tourner, à c'est quoi les impacts qui sont alentour de nous, plus on va être capable de les détecter rapidement, donc l'anticipation. L'autre étape ou même l'autre équipe qu'on va pouvoir mettre de l'avant, c'est l'équipe de réaction et de gestion de la crise. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui on réagit, comment on change immédiatement nos processus, comment on change immédiatement nos réactions pour être capable de remonter rapidement. La troisième équipe qu'on va vouloir mettre de l'avant, c'est celle qui va préparer le futur.
Une fois que la crise, elle est passée, comment est-ce qu'on va opérer? Qu'est-ce qu'on va faire pour revenir à la normale, si la normalité peut revenir? Et finalement, on finit toujours avec un bilan. C'est important de revenir sur qu'est-ce qui s'est passé, comprendre pourquoi c'est arrivé, pourquoi on l'a vu, pourquoi on l'a pas vu. Encore là, revenir sur le principe d'amélioration continue pour s'assurer d'aller dans la bonne direction pour les futurs événements. Parce qu'il va en avoir d'autres. Malheureusement, c'est pas fini. Les changements vont être fréquents, vont être rapides. Les crises climatiques vont nous causer des enjeux qui vont nous forcer à être de plus en plus résilients. Donc, je pense qu'on a une pratique à développer et à pratiquer le plus rapidement possible pour que nos organisations et que nos gens puissent survivre à tous ces changements-là. Super, donc de beaux chantiers en perspective, j'ai envie de dire. Mais en tous les cas, merci effectivement pour cette définition parce qu'on a souvent tendance à dire mais non, non, c'est tout bon, je connais ce mot, je sais ce que ça veut dire, mais je trouve ça hyper intéressant, effectivement, le focus que tu viens de nous refaire sur la résilience et puis surtout ces 4 étapes qui sont effectivement importantes. Donc, je vous invite toutes et tous effectivement à les noter. L'anticipation, la réaction et la gestion. L'équipe du futur, ok, mais qu'est-ce qui se passe après demain? Et puis surtout, on a tendance à jamais le faire, les bilans pour être en amélioration continue. Moi, j'avais envie de dire aussi dans la notion de bilan, on a souvent tendance à faire des bilans quand ça s'est mal passé. Moi, je vous invite aussi à vous mettre en réflexion de faire des bilans quand ça se passe bien, Ben oui. parce que dans le cadre de l'amélioration continue, effectivement, ça aide à savoir capitaliser sur nos points de force et sur nos zones de génie, et puis ça aide les bilans quand tout se passe bien, effectivement, de capitaliser sur les équipes. J'aime aussi très fort ce point que tu as amené de remettre l'humain au centre du système. Je trouve ça vraiment bien. Merci beaucoup, Oui. en tous les cas, Véronica, pour tous ces points. Ça me permet de mettre la table, effectivement, de façon aisée, puis d'être sûr qu'on ait toutes et tous la même définition de tout ça. Alors, c'est très bien, effectivement, là, tu as mis la table, on y voit un petit peu plus clair, on a les 4 étapes, mais concrètement, les organisations à l'heure actuelle, tu sais, on est tous, effectivement, je pense qu'on n'a pas appris là maintenant en t'écoutant ou en nous écoutant, effectivement, que la vie s'en vient avec beaucoup de changements qui vont être de plus en plus rapides, de plus en plus violents, un peu comme un checker quand on fait les cocktails. Et donc, du coup, moi, j'ai envie de dire, ça va être quoi les besoins des organisations? Qu'est-ce qu'elles doivent aller chercher comme petites pépites, comme nouveaux processus pour effectivement garder la coche toujours alignée vers l'excellence? Avant de répondre directement à ta question, je voudrais citer quelques données que j'ai obtenues, que j'ai été chercher par rapport c'est l'organisation Gallup qui fait une étude à chaque année sur l'état du marché du travail. Et la résilience, autant qu'on est une organisation, qu'on travaille comme pour une organisation, c'est pas l'organisation qui a de la résilience, c'est les employés de l'organisation qui ont de la résilience. Et c'est pour ça que l'organisation peut être résiliente. Donc, je te donne quelques statistiques importantes qui vont mettre la table pour les autres éléments. Dans leur étude de 2024, ils ont sondé les gens en Amérique du Nord, donc Canada et États-Unis ensemble. 67% des employés sont désengagés ou complètement désengagés dans leur organisation. Wow. 67%. 67%. Oui. OK. Et 49 sont à l'affût ou recherchent activement un nouvel emploi. Première donnée. Deuxième donnée, seulement 20% des employés font confiance à leur équipe de gestion. 20%. Et c'est en déclin. Quand on regarde la tendance, on a pu voir une petite augmentation entre 2022 et 2023, mais depuis 2019, c'est en déclin, le pourcentage. 27% des employés disent que leurs gestionnaires les tiennent informés de ce qui se passe dans l'organisation. 27%. Et 26% des employés disent impliqués dans la création de leurs objectifs. Qu'est-ce que ça fait, ces données-là? Ça fait en sorte qu'on a dans nos organisations des gens qui n'ont pas le goût d'être là, qui sont plus préoccupés à penser à leur prochain emploi qu'à qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Et non seulement ils pensent à leur prochain emploi, mais ils ne font pas confiance non plus à ce qui est mis de l'avant par l'organisation. La résilience, pour avoir une place importante dans l'organisation,
on doit être dans un environnement où il y a de la confiance, où il y a de la sécurité psychologique, où il y a de la communication, où on est capable de faire des tests, de se pratiquer, d'essayer, de faire des erreurs et d'apprendre ensemble. La résilience organisationnelle, comme je disais tantôt, ça demande la résilience de chacun des individus, mais ça demande aussi l'écosystème de l'organisation qui doit travailler dans une ligne directrice très précise pour être capable d'être résiliente. Donc, si on prend un pas de recul maintenant avec ce que je viens de donner comme statistique, c'est quoi la première étape pour les organisations? Ben, moi, je dirais, ça serait de voir avec leurs employés, on est où par rapport à l'engagement de nos employés? Est-ce que nos employés sont là, sont avec nous, ils veulent continuer à se battre? Est-ce qu'ils comprennent pourquoi on se bat, pour qu'est-ce qu'on fait? Puis se battre dans le sens théorique, là, pas se battre. Mais est-ce que nos employés comprennent qu'est-ce qu'on vise et pourquoi on le vise et qu'est-ce qu'on veut accomplir? Ça, c'est la première étape. Comprendre nos employés se situent où dans cet échiquier-là et voir, suite à cette réponse-là, qu'est-ce qu'on doit faire comme organisation pour s'assurer de les engager davantage. Une des premières choses que l'on peut faire pour les engager et leur faire voir un peu pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on vise à accomplir, c'est de leur partager notre stratégie. C'est pas juste de dire voici la stratégie, mais c'est de activement partager la stratégie, la déployer au niveau de l'organisation, impliquer les employés dans c'est quoi la stratégie de votre département. Si moi, ma stratégie d'organisation, c'est de croître, je sais pas moi, tripler mon chiffre d'affaires dans les 5 prochaines années, mais c'est peut-être pas assez juste de donner cette réponse-là. Pourquoi réellement on veut faire ça? Qui on veut servir? Pourquoi on veut servir ces gens-là? Notre fameux why de Simon Sinek, il est important. Et donc, il faut l'expliquer, il faut qu'on le partage à nos employés. Mais après, une fois qu'ils ont vu la vision globale, comment est-ce qu'on peut les aider à justement déterminer c'est quoi notre stratégie pour notre département? Comment nous, on peut aider l'organisation à atteindre cet objectif-là? Là, on fait d'une pierre deux coups. On est en train d'aider à la gestion du changement parce qu'on les implique dans la conversation. Ils font faire partie de la solution, donc c'est plus facile à faire le changement. Mais deuxièmement, on est en train de partager les informations de l'organisation. On est en train de les aider à créer leurs propres objectifs. Et donc là, on est en train de leur donner plus de contrôle sur qu'est-ce qui se passe dans leur journée, dans leur semaine, dans leur mois, ce qui pourrait aider fortement l'engagement des employés. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on veut aussi travailler les compétences. On veut améliorer les compétences des gestionnaires et les compétences des employés. On le sait depuis des années, le rôle du gestionnaire a drastiquement changé. On n'est plus dans une optique de command and control. On est vraiment dans une optique où le gestionnaire est en train de devenir un coach, un accompagnateur pour aider les gens à s'améliorer, à développer leurs compétences. Donc, on doit aider les gestionnaires aussi à devenir des meilleurs coachs, à devenir des meilleurs gestionnaires et à les employés à faire partie de cette équation-là. Donc, en partageant la stratégie, ça nous permet de les coacher à comprendre qu'est-ce qui est important pour nous, comment prioriser, pourquoi on veut accomplir ces éléments-là. En ayant intégré tout ça ensemble, on va être en train de travailler ce que je mentionnais tantôt, la sécurité psychologique. On va améliorer notre communication, on va améliorer notre flexibilité parce que là, on comprend pourquoi il y a des priorités puis pourquoi il y a d'autres choses qui ne sont pas aussi prioritaires. Il faut aussi se donner la place pour faire des essais et erreurs, se pratiquer. De la même manière qu'on pratique en santé-sécurité, on va pratiquer l'évacuation du bâtiment. On va partir le système d'alarme pour évacuer puis voir en combien de temps on évacue. Est-ce que tout le monde a compris? La résilience, c'est un peu la même chose. Comment est-ce qu'on va pratiquer notre résilience en équipe? Puis le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est il y a quelques années, ça l'avait paru dans les journaux, ça l'avait fait un peu une polémique, mais moi, je comprenais la raison de l'exercice, mais la Sécurité publique du Québec avait organisé une simulation d'une attaque de zombies. OK. Puis là, dans les médias, c'était, voyons donc, qu'est-ce que c'est? Oui, mais ça te permet de sortir de ta boîte. Des zombies, on se croise les doigts, on n'en a pas dans notre environnement, c'est quelque chose de peu probable. De ne pas lancer ça dans l'univers, ce serait cool. Non, c'est ça, non, c'est pas le but. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est de créer des simulations qui nous font sortir de notre ordinaire, de notre journée commune pour être capable d'aborder, mais qu'est-ce qui pourrait arriver qu'on n'avait pas prévu? Parce que si on reste toujours dans notre même carré de sable, on pense pas nécessairement à des choses qui ne sont pas encore arrivées et qu'on ne pourrait pas nécessairement prédire. Donc, en prenant une situation complètement loufoque qui est très peu probable,
on va pouvoir réfléchir différemment puis intégrer des réflexions, des analyses qu'on ne ferait pas normalement. Donc, je pense qu'il y a il y a une réelle possibilité à développer la compétence de l'organisation, de toute l'équipe dans l'organisation, à mieux comprendre la stratégie et à savoir qu'est-ce qui est important puis pourquoi on travaille ces choses-là et comment nous, on contribue à tous les jours à cette stratégie-là. 2, à développer nos compétences, autant des gestionnaires que des employés, pour mieux communiquer, mieux travailler ensemble et avoir cette vision commune-là de ce qu'on veut atteindre. Et peut-être le dernier élément aussi, c'est de comprendre comment on fait le travail aujourd'hui, nos fameux processus. Si on ne sait pas comment le travail est effectué aujourd'hui, c'est difficile d'être capable d'évaluer où on a des risques, où on a des impacts probables s'il y a des situations qui ne vont pas comme on veut. Donc, il faut qu'on prenne le temps de comprendre comment se passent nos processus, qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qui va aider la productivité, oui, mais qui va aider le partage d'informations, qui va aider à la communication, qui va aider à ce que tous les joueurs aient les bonnes informations au bon moment pour prendre les meilleures décisions possibles, mais aussi ce qui va nous aider à identifier où sont les zones de vulnérabilité. Si on ne comprend pas notre processus, on ne peut pas identifier nos risques, on ne peut pas identifier les zones de vulnérabilité. Et dans ces zones-là, on va probablement identifier des fournisseurs, on va identifier un départ soudain d'un employé, on va identifier peut-être des clients qui peuvent être des sources de vulnérabilité si une grosse partie de notre revenu est associée à juste un client ou 2 clients, bien, c'est des sources de vulnérabilité importantes. Même nos produits, est-ce qu'on a des produits qui peuvent être plus vulnérables que d'autres? Si ce produit-là que je vends, soudainement, n'est plus disponible parce que mon fournisseur en Asie n'est plus capable de m'envoyer ma matière première, il représente quoi comme ratio de mes ventes, ce produit-là? Donc, c'est d'évaluer avec une plus grande ampleur tous les éléments qui sont dans nos processus et dans nos activités pour être capable de déterminer où il y a des vulnérabilités. Et de là, on va pouvoir mettre des éléments en place pour améliorer, pour réduire la vulnérabilité, trouver peut-être d'autres sources de fournisseurs, trouver d'autres régions pour des fournisseurs, trouver d'autres clientèles, et élargir ou diminuer le risque en exploitant davantage qu'est-ce qu'on peut faire avec l'organisation. Waouh, vaste programme, hein? Oui, non, c'est pas facile. Non. C'est vraiment pas facile et je pense qu'il faut, tu sais, on parlait tantôt que plusieurs personnes avec qui on parle, on est fatigué. Les entrepreneurs, on est fatigués, on a une charge mentale importante. Ce que je veux que les gens comprennent bien, c'est que c'est pas uniquement la responsabilité des dirigeants de faire tout ça. C'est vraiment un travail d'équipe et plus on est capable d'amener l'équipe dans cette réflexion-là, plus on va être plusieurs joueurs à être capables d'anticiper et à être capable de travailler ensemble pour trouver des solutions. Le fardeau de l'entrepreneur est de partager sa stratégie, de s'assurer que tout le monde comprend la stratégie pour que tout le monde puisse développer qu'est-ce qu'eux vont faire pour aider la stratégie. Le fardeau de l'entrepreneur, ce n'est pas de trouver des solutions à tout ça. C'est en équipe qu'ils vont pouvoir trouver des solutions. Donc, plus on intègre les employés dans ces réflexions-là, plus on est en train de diluer le fardeau de l'entrepreneur et on est en train de partager la charge de travail. Oui, tout à fait. Très bon point. Effectivement, tu as soulevé quand même d'une simple question beaucoup de leviers. Moi, j'ai bien aimé effectivement le fait aussi, en tant qu'entrepreneur, de gestionnaire, d'instaurer, au-delà d'un climat de confiance, plutôt aussi un climat de transparence, d'accès facile à l'information, d'accès facile à la stratégie. Et puis moi, j'y vois deux opportunités. La première opportunité, effectivement, c'est celle que tu viens de donner, de répartir, entre guillemets, le fardeau sur plusieurs têtes. Puis moi, ce que j'y vois aussi, c'est l'innovation collective, de mettre plusieurs cerveaux derrière, effectivement, une amélioration. Et puis des fois, de nous aider aussi à entrepreneurs ou gestionnaires de sortir de notre boîte. Moi, ce que j'appelle la boîte de confort. On a tendance effectivement à rester dans ce qu'on connaît, et le fait effectivement de mettre différents cerveaux derrière ça avec des niveaux différents. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tu as appuyé aussi sur le fait d'inclure la totalité de la ligne de décision du bas jusqu'en haut, parce qu'effectivement, les lunettes vont pas être les mêmes. Et donc, je trouve ça très intéressant ce que tu nous amènes, Véronica. Merci à toi en tous les cas. Moi, j'ai envie, tu sais, moi, je suis là pour te poser des questions, et puis, mais tu verras ça avec Claude Hélène. Hein, c'est Claude Hélène qui t'a donné l'idée, effectivement, de m'inviter. Donc, du coup, tant pis. Hein, maintenant, Je subis. tu subis. Moi, j'ai vraiment envie d'aller plus loin.
Pourquoi? Parce que souvent quand on est entrepreneur, on a tendance, si tu veux, à aller se rapprocher d'un secteur par facilité qui est identique à nous ou une activité qui est différente à nous. Puis on a la chance effectivement, pour le coup de t'avoir tout à nous à répondre à nos questions. Moi je sais, comme je l'ai dit en préambule, tu as une grande expérience, tu as beaucoup de clients dans différents secteurs. Moi j'aimerais que tu puisses nous partager quelques exemples concrets. Tu sais, concrètement, parce que c'est relatif, c'est très clair hein, tout ce que tu nous as amené, mais tu sais, des fois, moi, je suis quelqu'un de très opérationnel, j'ai besoin tu sais, de comprendre de façon plus opérationnelle, ça consiste en quoi? Tu sais, comment on peut faire? Est-ce que tu aurais un ou deux exemples très concrets à nous donner? Oui, en fait, je suis en train de travailler avec une organisation en ce moment que, comme je dis toujours, on ne nommera pas, c'est pas ça le Mhm. but. Je suis en train de travailler avec une organisation en ce moment où je suis en train de collaborer avec l'équipe des opérations à justement aligner leurs efforts avec la stratégie organisationnelle. OK. Euh, Ça fait 1 an qu'on est en déploiement, qu'on est en train d'aligner nos flûtes, comme on dit. Et puis, dans la dernière année, ils ont mis de l'avant des indicateurs de performance. C'est la première année, on s'entend, il y a beaucoup d'apprentissage que l'on fait avec les indicateurs de performance, surtout quand on n'a jamais mesuré dans le passé, ben on commence, donc on s'ajuste, on apprend, on nettoie nos données aussi en même temps. Donc, dans la dernière année, ils ont mis de l'avant des indicateurs de performance qui sont complètement alignés à la stratégie de l'organisation. Donc, on est vraiment en adéquation, on s'en va pas par là pendant que l'organisation s'en va là. On est en train de faire justement un exercice d'identification des risques. Et parce que les employés ont aussi compris qu'est-ce qui était important dans leur rôle pour l'organisation, ils ont déjà énuméré une trentaine, quarantaine d'initiatives ou de projets qui pourraient être mis de l'avant pour aider l'organisation. Donc, on est encore en parcours de chemin ensemble, mais ce que je vois déjà, c'est que les employés ont une compréhension beaucoup plus grande de quels sont les objectifs de l'organisation. Chose que dans le passé, ils nous disaient, oui, on veut grandir, on a un objectif de croissance, mais c'était pas clair c'était quoi l'objectif. Il manquait beaucoup de clarté et de précision. Là, cette équipe-là, maintenant, ils comprennent exactement c'est quoi les objectifs de l'organisation et c'est quoi, comment eux peuvent au quotidien agir et travailler pour aider à atteindre ces objectifs-là. Mais plus loin que ça, étant donné qu'ils font partie de l'exercice de gestion de risque, de priorisation des initiatives, ils sont en train aussi de développer leur pensée critique et de développer leur pensée stratégique par rapport à l'organisation. Donc, c'est une équipe qui est en train de, ensemble, développer des compétences stratégiques pour identifier c'est quoi nos priorités, sur quoi on devrait mettre l'accent, qu'est-ce qu'on peut laisser à demain ou qu'est-ce qu'on ne peut carrément pas faire pour X, Y, Z raison, mais quelles sont nos priorités pour toujours aider à atteindre l'objectif de l'organisation. Donc, le processus n'est pas fini, on est encore dans tout l'exercice, mais on voit déjà cette compréhension-là chez l'équipe. On voit déjà la réflexion de oui, mais quand on travaille là-dessus, est-ce que c'est en lien avec ça? Puis entre eux, ils se posent la question, est-ce que c'est vraiment en lien avec cette autre chose-là qu'on essaie d'accomplir? Puis c'est en train de les rendre une équipe très stratégique. On s'entend, c'est une équipe d'opération. Comme je disais tantôt, les opérations ont tendance à être beaucoup plus des équipes de pompiers. Donc, un pompier, c'est quoi? Un pompier, c'est qu'il reçoit un téléphone, il y a une crise, on va gérer la crise. C'est ça, normalement, les équipes d'opération. Mais aujourd'hui, avec les activités que l'on a, avec les changements présents qu'on voit dans les organisations, on ne peut plus être qu'une équipe de pompiers. On doit absolument augmenter notre résilience, notre planification, notre prévision pour être en mesure de, oui, continuer à réagir quand c'est nécessaire, mais surtout d'être capable de mieux aligner nos efforts pour s'assurer qu'on répond vraiment à la stratégie, aux objectifs de l'organisation. Si on n'a pas fait ça, toutes les crises deviennent importantes et toutes les crises amènent les pompiers. Donc, ça, c'est un des exemples là, les plus marquants que je vois en ce moment. D'autres exemples, quand on prend le temps de former les employés en amélioration continue, ça aussi, c'est d'autres organisations avec lesquelles j'ai travaillé où on a formé les gestionnaires, on a formé les employés avec des pratiques d'amélioration continue. Ça aussi, ça leur permet de mieux comprendre les problématiques, de mieux comprendre pourquoi est-ce que cette priorité-là, soudainement, elle est devenue assez importante pour qu'on en fasse un projet, mais de verbaliser cette problématique-là et de verbaliser un objectif commun avec lequel on va vouloir atteindre,
c'est une chose qui n'est pas simple. C'est des courtes phrases, mais c'est vraiment pas simple à arriver à définir la problématique et l'objectif que l'on vise. Et ce que je vois aussi avec cette équipe-là, c'est cette réflexion-là qu'on est en train d'amener, de bien camper la problématique sur laquelle on est en train de travailler pour s'améliorer, pour mieux répondre aux besoins du client, pour mieux répondre aux besoins des employés aussi, réduire la charge mentale, réduire la pression que les employés subissent. Tous ces changements-là qu'on est en train de mettre en place, ce que je vois, c'est que c'est en train de les aider à poser des meilleures questions quand ils font face à quelque chose. Donc, au lieu de recevoir l'ensemble de ce qu'on reçoit comme information et de téléphone de crise, de quoi que ce soit qui arrive tout le temps dans les organisations, mais là, ils sont en train de poser des meilleures questions pour mieux quantifier. Est-ce que c'est vraiment une crise? Est-ce que c'est vraiment un élément que c'est moi qui dois s'occuper? Est-ce que quelqu'un d'autre peut s'en occuper? Donc, l'approche d'amélioration continue nous permet, et je le vois avec ces deux organisations-là, mais je le vois clairement dans l'identification de la problématique, dans qui doit l'adresser. Est-ce que c'est important à adresser aujourd'hui? C'est quoi l'impact potentiel de l'adresser? Est-ce que l'effort qu'on va y mettre vaut la peine par rapport à l'impact qu'on va aller chercher? Donc, d'amener ces principes-là dans les organisations, ce que je vois là, comme résultat concret, c'est que c'est en train de créer des équipes qui sont beaucoup plus stratégiques dans leur réflexion, mais qui sont à la fois aussi plus tactiques. Donc, oui, plus stratégiques parce qu'on fait le lien avec l'organisation, mais tactique dans le sens qu'on réfléchit plus à est-ce que ça vaut la peine maintenant? Est-ce que c'est là où est-ce qu'on doit mettre l'effort aujourd'hui ou est-ce qu'on doit mettre l'effort ailleurs? Donc, le tactique est dirigé par le stratégique, bien entendu, mais si on ne sait pas où on s'en va dans le stratégique, tout est important dans le tactique. Et moi, c'est ça que je suis en train de voir. Dans les exemples là, que je peux te partager, c'est ça que le résultat que je suis en train de voir avec ces personnes-là, c'est justement d'amener les équipes à être capables d'avoir cette réflexion-là, d'où, ce que je disais tantôt, on dilue le fardeau. C'est plus juste à l'entrepreneur à penser, oui, c'est critique, c'est important, c'est aujourd'hui qu'on doit le travailler. Les employés commencent à être capables de se poser ces questions-là et même d'apporter des idées aux équipes de gestion pour dire, ben, peut-être qu'on pourrait le faire plus tard ou peut-être qu'on pourrait le faire de cette manière-là. On pourrait le faire différemment. Oui, le projet, il est ça, mais nous, si on travaille ça ici, on va le finir plus vite, plus rapidement, on va avoir un résultat plus concret à partager. Donc, je pense que l'exemple de l'adéquation des employés dans toute cette réflexion-là, je pense que c'est pour ça, ben, en tout cas, pour moi, ça répond à pourquoi c'est important aujourd'hui dans les organisations. Mais je pense que c'est les deux meilleurs exemples que je peux te partager en ce moment que je vis en ce moment dans des organisations. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Effectivement, de deux exemples, tu nous as amené encore beaucoup plus d'informations et d'éclairage. Puis moi, j'aime bien les 3 points, effectivement, que tu as amenés. Les indicateurs de performance, on n'en parle jamais assez. Effectivement, tout ce qui ne se mesure pas ne s'atteint pas. Donc, merci à toi, effectivement, d'aborder ce point qui est très important, d'être aussi davantage, d'avoir un mélange finalement entre l'opérationnel et la stratégie qui devient effectivement plutôt une équipe tactique avec un savant mélange d'opérationnel et de stratégie. Puis j'aime bien, je pense que le mot tactique parle à tout le monde, puisque qui ne l'a pas entendu dans le domaine du sport. Donc j'aime beaucoup. Puis sans oublier aussi l'aspect formation, l'aspect aussi tu le disais tantôt, de remettre effectivement les employés au cœur du système, mais d'investir aussi sur les employés. On a souvent aussi des remarques, genre on parle de charge de personnel. Tu vois, moi, c'est un terme qui m'agace. Pourquoi on ne parle pas d'investissement sur le personnel? Parce que effectivement, non, c'est pas une charge, parce que sans elle, on va pas loin. Donc, j'ai beaucoup aimé, effectivement, à travers tes deux exemples, de nous amener ces points-là. Moi, j'ai envie maintenant d'aborder, si tu veux, la notion entre c'est quoi le lien avec l'excellence opérationnelle. On comprend, hein, je veux dire, c'est suffisamment clair, mais moi, j'aimerais aller une coche au-dessus. Tu sais, je profite de t'avoir derrière le micro puis d'avoir ton expertise. Donc, si tu pouvais effectivement nous faire un focus sur le lien avec l'excellence opérationnelle, s'il te plaît. Je pense que quand on est dans une activité, indépendamment qu'on soit manufacturier, service, distribution, n'importe quel type d'activité qu'on a, si nos équipes sont constamment en mode pompier, c'est pratiquement impossible d'être dans un mode amélioration continue. Et si on ne peut pas être dans un mode amélioration continue, l'excellence opérationnelle n'est pas possible.
Pour moi, l'excellence opérationnelle, c'est un plus gros chapeau qui inclut l'amélioration continue, qui va inclure la qualité de qu'est-ce qu'on fait, que ce soit un produit ou un service, qui va inclure les personnes avec qui on travaille et pour qui on travaille, va inclure qui on est comme organisation. Donc, les valeurs qui sont importantes pour nous, nos objectifs, les produits, les services que l'on offre, mais va inclure aussi comment on veut livrer ce qu'on offre à notre clientèle. Et dans le comment, je parle d'innovation, je parle de diversité et inclusion, je parle beaucoup le côté des valeurs, le côté des personnes qu'on veut amener. Et l'amélioration continue, pour moi, fait partie de ça. Comment constamment on peut continuer à s'améliorer. Donc, l'amélioration continue, c'est une des petites pointes de la grande tarte de l'excellence opérationnelle. Et comme je disais, si on est en mode pompier tout le temps, on ne peut pas faire de l'amélioration continue, on ne peut pas prendre des bonnes décisions, on ne peut pas s'aligner avec la stratégie parce qu'on est constamment en mode réaction. Et je le sais, je viens des opérations. Je le sais que dans mon milieu, mes collègues en opération, on est beaucoup à sentir un sentiment d'accomplissement parce qu'on a réglé des problèmes aujourd'hui, parce qu'on a eu des appels, puis on a pu sauver l'organisation parce qu'on a fait les pompiers. Je le sais que c'est présent, je le sais que c'est là, je l'ai vécu avec plusieurs personnes, je l'ai vécu moi aussi au début de ma carrière. Je ne sais pas si c'est l'âge ou quoi, mais à un moment donné, moi en tout cas, j'ai plus le goût de faire le pompier, puis je ne vois pas l'avantage pour une organisation d'être toujours en mode pompier. Donc, le lien à faire direct pour moi, le lien qui est important à faire ici, c'est que si on arrive à intégrer dans notre manière d'opérer nos activités, cette réflexion de est-ce que je peux mieux planifier qu'est-ce qui s'en vient pour, oui, continuer à réagir quand c'est nécessaire de réagir parce qu'on va en avoir des réactions nécessaires. Il va toujours en rester. Mais est-ce qu'on est capable de dire que 20% de notre journée, on est en mode réaction et 80%, on l'a planifié et on est en train de s'en aller dans la bonne direction qu'on veut parce que ça va aider à accomplir nos objectifs? Est-ce que le ratio a du sens? Je ne le sais pas, puis je pense qu'il est différent d'organisation en organisation, tout dépendant d'où on part, et c'est important de savoir où on est aujourd'hui pour voir où on peut aller. Mais si on n'arrive pas à faire ce pont-là de pompier à résilient ou de pompier à planification pour éventuellement après, peut-être qu'il y a des étapes, on ne passe pas nécessairement de pompier à résilient tout de suite, de pompier à planification avec réaction encore, ensuite à prévision et anticipation et après à résilient. Je pense que ça va se faire en étapes parce que c'est trop une grosse étape de pompier à résilient tout de suite. Mais si on n'arrive pas à faire ces sauts-là, je pense que les questions qu'on doit se poser comme entrepreneur, c'est comment je vais affronter la prochaine crise qui va arriver parce que c'est sûr qu'il y en a une qui s'en vient. On ne sait pas c'est quoi, mais c'est sûr qu'il y en a une. Comment on va l'affronter? Comment on va s'assurer de la santé psychologique et physique de nos employés, de nos équipes, si on revit des crises continuellement comme ça? Comment est-ce qu'on va garder nos employés? Ultimement, comment est-ce qu'on va garder nos clients? Et comment est-ce que je vais maintenir mon entreprise en vie et profitable dans le sens de pas juste de faire du profit, mais bénéfique pour ma communauté, bénéfique pour mon environnement, pour mes employés, pour mes clients? Comment on répond à ces questions-là si on continue à être constamment en mode pompier? Oui. Pour moi, c'est ça le lien à faire avec l'excellence opérationnelle. L'excellence, on ne l'atteint jamais. Hein. C'est ce qu'on vise. C'est comme la perfection. C'est impossible. Mais on travaille pour s'améliorer constamment. On travaille pour créer cette vision commune pour atteindre des objectifs communs qui vont être bénéfiques pour tout le groupe, les parties prenantes que je viens de nommer tantôt. Si on est capable d'aller dans cette direction-là, je pense que nos entreprises vont pouvoir survivre, vont pouvoir être même mieux que survivre, elles vont pouvoir réussir. Et je pense que ça va aussi créer des entreprises qui vont être capables de se retourner plus facilement face à des conflits, face à des crises, face à des perturbations qu'on n'avait pas nécessairement prévues. Et je pense qu'elle est là la clé du succès aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut mieux se préparer à faire face aux perturbations? Et selon moi, l'excellence opérationnelle et l'amélioration continue sont des clés de cette réussite-là. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu prêches une convaincue. Moi, j'avais envie de résumer ce que tu viens de nous dire par moi, depuis que je suis toute petite, j'entends souvent vise la lune pour atteindre les étoiles. Et au pire, tu auras la tête dans les étoiles. Donc, c'est effectivement ça que tu viens de pointer du doigt. L'amélioration continue.
nous pousse en tous les cas à tous les jours au-delà de nous-mêmes, et c'est aussi pour nos équipes, pour nos systèmes, pour nos organisations, à être toujours la meilleure version de soi-même le lendemain matin en fait. Donc Oui. merci en tous les cas pour cet éclairage sur le lien. J'ai bien aimé aussi le fait que tu appuies l'excellence n'existe pas. Effectivement, moi je l'ai appris il y a très peu de temps, et donc du coup ça fait du bien aussi, parce que ça enlève un peu de pression. Donc surtout si vous avez envie de mettre en application, hein, pour les personnes qui nous écoutent, pas de stress. Hein. L'excellence, on vient de faire peut-être tomber un mythe, mais en tous les cas, ça n'existe pas. C'est juste une direction. C'est de bien, souvenez-vous, viser la lune pour atteindre les étoiles. Donc pas de pression. Hein. On est effectivement là surtout pour vous montrer le chemin à faire et à prendre, et pas vous obliger à une direction. Moi, je vois le temps qui file, Véronica, et donc j'ai envie de dire que là, on va arriver, si tu veux, à la phase plutôt concrète, parce que là, effectivement, on a énormément mis la table. Tu nous as redonné la définition de la résilience. Tu as évoqué aussi, OK, c'est quoi les besoins à l'heure actuelle, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, les besoins d'il y a 3 mois sont plus les mêmes et seront pas les mêmes demain. Donc moi, j'aime bien aimer aussi le fait que tu ramènes un peu les temporisations qui sont beaucoup plus courtes. Oui. Tu nous as amené aussi des exemples concrets, hein, où on a abordé effectivement les indicateurs de performance, le fait d'investir sur la formation, et puis de développer davantage d'équipes tactiques plus que opérationnelles ou que stratégiques. Mais concrètement, là, tu sais, genre moi, hop, je suis à la tête d'une structure, je veux profiter un peu des périodes de fin d'année, etc. Et je me dis, comment je peux faire là, tu sais, facilement, concrètement, qu'est-ce que je peux mettre en place rapidement, comment intégrer la résilience dans la culture organisationnelle, somme toute assez différente, hein, parce que j'ai bien aimé aussi le fait que tu amènes, on est tous à une place différente et c'est pas grave, parce qu'on avance tous à notre rythme. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut faire là concrètement demain? Allez hop, on se lève et puis on se dit, j'ai envie d'y aller. Ben, premièrement, je pense que la première chose à faire, c'est de définir pour nous, dans notre organisation, ça veut dire quoi être résilient. Première chose. Ça veut dire quoi? Oui, je vous ai partagé une définition très théorique tantôt, mais pour nous, concrètement, dans notre organisation, si on se dit demain, on va être résilient, ça veut dire quoi? Ça ressemble à quoi? Première chose. Parce que ta définition est peut-être pas exactement la même que la mienne. Et peut-être que moi, où je suis rendue dans mon organisation, fait en sorte que ma définition, elle est beaucoup plus agressive que la tienne qui vient de commencer à avoir cette réflexion-là. Donc, comparez-vous pas au voisin, apprenez du voisin, mais comparez-vous pas au voisin. Définissez, ça veut dire quoi être résilient chez nous et quelles sont les valeurs et les comportements qui vont être alignés avec cette définition-là qu'on est en train de se donner de résilience. Première des choses, je pense qu'on part de là. Deuxième étape, allez voir les employés. Ils se sentent comment dans l'organisation? Je l'ai dit tantôt, on ne peut pas être résilient s'il n'y a pas de sécurité psychologique. Est-ce que les gens sont engagés chez vous? Pensez-vous que vous pouvez aider un employé qui n'est pas engagé du tout, qui fait juste penser à sa prochaine job, à identifier c'est quoi les risques dans votre organisation? C'est sûr que non. Il s'en fout, il est prêt à partir. Donc, allez voir les clients, les employés, évaluez où ils sont, faites un sondage de satisfaction, d'engagement des employés, parlez avec les employés selon votre culture, mais allez voir, allez sonder pour déterminer ils sont où mes employés. Est-ce que j'ai des employés qui sont engagés, qui ont le goût de s'investir dans la réussite de l'organisation? Parfait, on peut passer à la prochaine étape. Et je me permets de te couper Ouais. là, par rapport, tu sais, au sondage des employés, parce qu'on en entend souvent parler. Moi, j'ai une question justement très concrète. Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? Parce que tu sais, tu as l'aspect anonyme, tu as l'aspect pas anonyme. Tu sais, on ne sait jamais, parce que tu sais, moi, j'ai eu les deux côtés. J'ai été aussi chef d'entreprise pendant une dizaine d'années, et puis là, maintenant, je suis employée. Tu sais, tu as toujours un peu ce respect, tu sais, cette conscience professionnelle de se dire, bon, OK, je suis employée, moi, j'ai visualisé des dysfonctionnements. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que je risque? Et puis, c'est la même de l'autre côté. Tu es chef d'entreprise, tu te dis, waouh, comment je le fais? Tu vois, qu'est-ce que j'en fais après? Ça serait quoi, toi, ton conseil? Bien, je pense qu'il y a un mot qui définit le processus au complet pour moi et c'est le mot humilité, premièrement. Moi, ce que j'ai fait avec des clients et ce que j'ai fait même dans mon passé corporatif quand j'étais employée,
C'était des sondages effectivement anonymes qui sont souvent gérés par des firmes externes pour assurer l'anonymat. Donc, c'est des sondages anonymes avec des questions très précises qu'on demande aux employés. OK. À l'intérieur de ça, si l'équipe, elle est assez grande, s'il y a assez d'employés dans chacun des services et des départements de l'organisation, on va demander à quel département ils font partie. Et on va faire l'analyse globale pour l'organisation en premier. Ensuite, s'il y a assez de masse critique d'employés pour être capable de le faire par département, et là, c'est important la masse critique parce que s'il n'y a pas assez de monde, on est facilement capable d'identifier les employés et ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, s'il y a assez d'employés, on va aller par département. S'il n'y en a pas assez, on les reste à la grandeur globale de l'entreprise. On repartage les résultats avec les employés le plus rapidement possible, en toute transparence. Voici ce que vous nous avez dit. On peut segmenter aussi. Des fois, on va essayer de segmenter l'équipe de gestion des employés parce que leur vision peut être différente de celle des employés. Moi, j'aime beaucoup le faire de cette manière-là pour voir est-ce qu'il y a un écart entre ce que les leaders voient et qu'est-ce que les employés voient. Donc, moi, j'aime beaucoup le faire de cette manière-là. C'est hyper intéressant ce que tu amènes, oui. On partage rapidement les résultats. C'est sûr que c'est toujours accompagné d'un processus de gestion de changement et un processus de communication. On n'envoie pas ça par courriel aux employés, non. Il y a un processus à suivre pour s'assurer de bien représenter, de bien expliquer. Il faut aussi expliquer pourquoi on va chercher ces informations-là, qu'est-ce qu'on vise à faire avec ça. Et donc, on ramène le pourquoi lors de cette présentation-là. Et ensuite de ça, ce qu'on est en train de faire d'ailleurs avec un client en ce moment, on a demandé à chacun des gestionnaires d'avoir des rencontres avec son équipe pour regarder les résultats globaux parce qu'ils ne sont pas assez grands pour y aller par département. Donc, chaque équipe regarde les résultats globaux de l'organisation et on leur demande de travailler ensemble pour identifier quelles seraient les actions possibles que l'entreprise peut faire et que ce département-là peut faire pour adresser les résultats qui ont été les moins bons. OK, donc, on a créé une communication dans les deux sens. On a créé de la transparence. On a créé un engagement. Espérons que ça va créer un engagement des employés parce qu'on est en train de répondre à ce qu'ils nous ont dit qu'on ne faisait pas bien. Et en plus, on est en train de leur demander, pour vous, qu'est-ce qui serait le plus important à adresser? Donc, on va travailler sur ces éléments-là en premier. Moi, c'est comme ça que je travaille les sondages de satisfaction des employés. Et ça donne, jusqu'à maintenant, en tout cas, ça donne des très bons résultats. OK, super. Mais écoute, merci beaucoup pour cet écart. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Oui, tout à fait. Alors, je reviens. Une fois qu'on a compris notre engagement des employés, comme j'ai dit, si on a déjà de l'engagement, les employés veulent travailler pour que l'entreprise réussisse et ils sont mobilisés pour le faire, on passe à notre prochaine étape. Si dans notre sondage client, on a vu qu'on a un désengagement important, que les gens ne sont pas vraiment mobilisés, que ça leur importe peu le résultat de la compagnie, bien, c'est sur ça qu'il faut travailler en premier. On ne travaille pas la résilience, il faut travailler sur l'engagement des employés en premier. Donc, si on est rendu à avoir une équipe engagée, là, on va pouvoir commencer à intégrer des pratiques de résilience. Il faut évaluer, comme je disais tantôt, est-ce qu'on est toujours en mode pompier ou est-ce qu'on a déjà des outils d'anticipation, de prévision, de planification qu'on est capable, sur lesquels on peut bâtir. Donc, comprendre où on est, se créer notre ligne de où on veut s'en aller. La même chose que dans Google Maps, si on veut aller quelque part puis on ne lui dit pas d'où on part, ça ne marchera pas. Si on est quelque part, mais on ne lui dit pas où on veut aller, il ne nous dira rien non plus. Fait que c'est cet exercice-là qu'on doit faire, comprendre où on est aujourd'hui pour voir où on veut s'en aller, dans notre capacité, dans notre écosystème de capacité qu'on peut atteindre. Ce n'est pas nécessairement un objectif pour le mois prochain. Ça peut être un objectif sur 3-4 ans, mais c'est la ligne directrice d'où on veut s'en aller. Et après, bien, commencer à mettre les activités en place. Première activité, si on a une équipe mobilisée, et même si l'équipe n'est pas encore mobilisée, je pense qu'il y a un avantage à le faire. Partager la stratégie, la déployer dans chacun des départements, aider chacun des départements à comprendre quel est leur rôle dans l'organisation, comment ils l'aident à accomplir la stratégie, les indicateurs de performance, comment on peut s'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction et qu'on fait partie de la réussite de l'organisation. Je pense qu'en mettant ça de l'avant et ensuite en ajoutant des formations en amélioration continue, des formations en résilience aussi, des différents types de formations pour améliorer les compétences des équipes, tout ça, de le faire en équipe, ensemble, de s'essayer, d'apprendre, de pratiquer, de se tromper, de recommencer, de célébrer les bons coups, d'apprendre des moins bons coups,
tout ça, c'est en train de bâtir de la résilience. Donc, l'objectif qu'on a de résilience, on va être capable de l'atteindre en faisant une étape à la fois. OK, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Véronica, pour toutes ces informations. Effectivement, je pense que dès demain matin, on est un petit peu plus armés pour passer à l'action. Mais écoute, j'ai envie de te dire on est rendu à la fin, comme on dit ici. Moi, j'avais envie effectivement en petit résumé ou en tous les cas en conclusion, si tu veux, de partager un peu les 3 points que moi personnellement j'ai retenus. Donc moi, il y en a un premier que j'ai vraiment, adoré. Je pense que ça fait du bien aussi, tu sais, de le verbaliser. Ce qu'on a tendance, à l'oublier, c'est que, effectivement, dans la résilience, ce qu'il y a d'important, c'est que si on ne sait pas où on va, ben, on ne peut pas être résilient, tu vois? Donc c'est ce point-là, effectivement, cette notion de: «Ouais, non, mais tu veux aller où?» Je pense c'est l'un des points les plus importants. Mais tu veux aller où? Avec qui? Mmh. Cette notion-là aussi a été, longuement, en tous les cas, soulevée, pendant cette conversation. Le fait aussi de voir, les humains comme un investissement et comme une charge comme je le soulignais tout à l'heure, effectivement, moi, c'est quand j'entends charge de personnel, à chaque fois, ça me tressaille le cœur. Donc, effectivement, c'est: «Je vais où et avec qui?» Je trouve ça hyper intéressant, ce que tu as amené. Ce que je retiens aussi, c'est que ça va pas sans quelques prérequis quand même, un climat de confiance, de la communication, de l'implication, de la transparence, et tout ça va découler aussi de la responsabilisation. C'est-à-dire que Mmh. cette répartition des charges et cette notion-là aussi, on est souvent, à parler d'équilibre, tu sais, et je trouvais ça hyper intéressant effectivement, de découler sur de la responsabilisation. Bien évidemment, j'ai retenu, les processus résilients, ça c'est indéniable. Mais toutefois, souvent on a tendance à penser dans les processus quelque chose, d'hyper fermé, un peu comme un Excel, c'est soit vert, soit rouge. J'ai bien aimé, c'est la notion aussi de: «OK, tu as un processus. Par contre, attention, il y a des cases d'agilité à l'intérieur. Donc oui, effectivement, on se réfère à quelques règles du jeu. Par contre, on est capable aussi on stoppe le processus, on regarde et on améliore tout de suite.» Et puis le dernier, c'est effectivement cette notion d'anticipation. Tu sais où tu vas, ça va te permettre effectivement d'aller, définir le chemin, mais c'est «Ah OK, si je suis sur un chemin, en cailloux, bah, effectivement, il faut peut-être plus que je prenne un SUV et puis peut-être pas une petite Corolla parce que je pense que ça va être compliqué». Donc cette notion-là aussi, d'anticiper. Je faisais un petit peu le clin d'œil, par rapport au GPS, que c'est aussi, souvent une analogie que j'aime beaucoup, ça parle à tout le monde. Oui. Donc, de définir aussi dans quel véhicule j'y vais. Je trouvais ça, hyper pertinent. En tous les cas, moi, Véronica, ça a été un grand plaisir, de partager cette conversation avec toi. Un grand plaisir parce que, bah, déjà, c'était, avec toi et c'est toujours un plaisir de collaborer, et puis j'adore, c'est un sujet effectivement, qui me tient à cœur, et je trouvais ça, hyper, sympathique de ta part d'avoir fait appel à moi. Puis encore merci à Claude Hélène, qui nous a effectivement, chuchoté au coin de l'oreille, que ça pourrait être intéressant. Donc merci beaucoup Véronica. Ben Claire, moi aussi, je reprends le chapeau un peu d'animation, mais merci beaucoup. Merci à Claude Hélène de l'avoir suggéré. C'était complètement c'était à l'extérieur de mon carré de sable. J'y avais pas pensé du tout. Donc, ça m'a fait sortir aussi de ma zone de confort et c'est correct. Comme ça, on apprend. Mais merci à toi d'avoir accepté de venir animer et d'avoir cet échange-là avec moi. Je l'apprécie vraiment énormément. J'espère que ça a pu aider les gens. Merci pour vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en rajouter, puis je pourrai répondre sur le chat aussi. Mais Claire, merci énormément d'avoir joué le jeu, d'avoir pris le rôle de la chaise de l'animation. Tu as fait ça avec brio. Merci énormément. Avec grand plaisir. Et puis pour les personnes qui nous écoutent, je vous laisse pour la toute fin, je vous laisse jouer le petit vidéo qui vous présente notre prochain épisode qui va avoir lieu en janvier. Donc d'ici là, on va vous souhaiter un très beau temps des fêtes, des bons moments en famille, avec amis. Prenez le temps de vous reposer. Je pense qu'on en a tous besoin. Prenez le temps de vous reposer et de vous distraire un peu pour revenir en grande forme l'année prochaine. Alors, merci beaucoup à tous. Claire, énormément merci. Et on se revoit en janvier. Merci, au revoir, excellente journée.